Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Aujourd'hui je vous propose une vidéo que vous avez été nombreux à me réclamer et ce depuis déjà un petit moment. Parce qu'au-delà du fait de faire de la vidéo sur internet où je vous explique plein de trucs intéressants sur mon métier, je suis également gérant d'une société qui s'appelle le Vintage Workshop qui est mon propre atelier de bijouterie et dont j'ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Je vous propose donc une petite journée en immersion avec moi, mon équipe n'est pas là cette semaine et du coup on va en profiter pour avoir bien de la place, pas de bruit parasite et pouvoir vous expliquer un tas de trucs intéressants. Pour une fois cette vidéo n'est pas scriptée, ce qui veut dire que je n'ai rien écrit à l'avance, c'est de la totale impro et vous allez vraiment me suivre dans ce que je fais le plus naturellement du monde. Comme vous avez pu le voir ces derniers temps, j'ai été un tout petit peu moins actif sur YouTube, donc la vidéo ici a une semaine de retard et je n'ai pas été très présent sur les réseaux, mais il y a une raison à ça, c'est que je vous prépare des projets aux petits oignons. Il y a des trucs vraiment très lourds qui vont arriver sur la chaîne, notamment quelques collabs dont vous avez peut-être entendu parler dans les méandres des réseaux, également des nouveaux formats qui vont se pointer et qui vont nécessiter un peu plus de tournage et de mise en place que les formats habituels. Je suis donc navré pour le retard que j'ai pris, ne vous inquiétez pas, ce coup-ci je ne repars pas en pause et vous allez voir que pour la suite, vous allez tirer des drôles de têtes devant vos écrans. J'espère donc de tout cœur que ce format vous plaira, n'hésitez pas à me le faire savoir bien entendu dans les commentaires ou via le bouton du pouce, je vous souhaite un excellent visionnage à tous, ne perdons pas plus de temps, allons-y. Ça y est, j'ai enfin trouvé le bouton enregistrement de la caméra. J'ai volé la caméra à Nathan, on est dans le studio. Alors le studio, ça ressemble à quoi? Parce que vous voyez la plupart du temps ce décor-là. Mais ça du coup, c'est le setup du studio. Hein, vous avez tous les objets, il y en a des très marrants. D'ailleurs celui-là, je l'aime bien. Celui-là, c'est un éléphant en ambre que j'ai acheté sur une brocante, je le trouvais vachement cool. Alors je l'ai mis dans le setup. Il y a un petit cristal de roche qui fait à peu près 5 kg. Un petit quartz fumé, toujours très sympa. Ma vieille Game Boy, toujours fidèle au poste. Et alors le studio, en fait, c'est ma chambre d'enfance. Et on l'a isolé complètement. Alors je vous fais un petit basculement de caméra. Vous avez vu, on peut jouer aux échecs au plafond, c'est quand même vachement cool. Vous montrer à quoi ça ressemble de l'autre côté du décor. Sauf que vous allez avoir les lights dans la gueule. Nathan, du coup, il est où? Il est là, là, là. Et alors là, l'autre caméra, la Blackmagic. Je vais pas vous faire l'affront de vous mettre les lightbox dans la gueule, parce que c'est pas très agréable, mais comme ça, au moins, vous avez vu. Alors la pièce, elle est pas grande du tout. En été, je peux vous dire qu'on souffre, il fait putain de chaud. Mais voilà, on va dire que pour ce qu'on fait pour l'instant, c'est fonctionnel. Et donc voici l'atelier, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Alors, il y a plein de postes différents. On a déjà le poste PC, forcément. On a mon établi, on le reconnaît assez facilement parce qu'en fait c'est celui sur lequel il y a le plus de bordel. Ça c'est avec le binoculaire qui me permet de sortir. Pour ceux qui regardent les lives, en fait on le voit assez régulièrement en live. L'établi d'horlogerie de mon collègue, qui est pas là pour le moment, du coup j'ai un peu envahi. Et d'ailleurs on va faire des réparations de montres aussi. Ça c'est le bureau à bordel. On met tout ce qu'on veut dessus, principalement moi. Et alors ici c'est notre poste gémologie, avec des lots à trier, notamment pour des expertises. Et alors ici on a un petit truc rigolo, un petit truc sexy que j'aime bien montrer aux gens. Tiroir de pierre. C'est toutes les pierres que j'ai retirées, que j'ai desserties, que je garde pour faire des réparations. Parce que moi, j'essaye d'acheter le minimum en nouveau. Je suis un peu contre l'extraction minière, ce qui est un peu antinomique par rapport à mon boulot, mais je préfère utiliser du matos de récup. Donc en fait, en gros, dès que je trouve des pierres, sur des bijoux cassés par exemple, je les récupère et je les mets en stock. Et ça, c'est des rubis qu'on a utilisés pour la prochaine collab qui va sortir sur la chaîne d'ailleurs. Ça devrait plus trop traîner, je veux pas trop vous teaser, mais pour ceux qui ont été attentifs à mes réseaux, vous avez peut-être une petite idée de ce qui va sortir sur la chaîne. Voilà. Et j'ai une pile à remplacer pour un client. Alors, les remplacements de piles. Vous avez certainement déjà dû aller faire remplacer une pile dans une bijouterie et on a dû vous demander 25 à 30 balles. Alors vous allez voir que c'est pas ni très compliqué à faire, ni très cher en fait. J'adore ce truc. C'est pas mes outils, ça c'est ceux de Christophe. C'est un petit effet hypnotique, moi j'aime bien. Ouh. T'as envie de faire une musique de manège. C'est une petite festina. Hop, la première. Ça c'est le genre de truc que j'aime bien pendant les réparations. Tu vois, les clients qui t'apportent des bijoux tout propres. Le métier de bijoutier horloger, c'est un métier parfois un peu dégueulasse. Il m'est déjà arrivé pour la petite anecdote d'avoir des boucles d'oreilles qui étaient tellement remplies de peaux de clients et de trucs d'oreilles et machin qu'elles perdent un tiers de leur poids après que je les ai nettoyées. Allez, on y est. Alors hop. Le truc qui pend là, ça c'est le joint d'étanchéité. Et là on est sur une petite montre à quartz. Oula, vous voyez, ça c'est plutôt mauvais signe pour le client ça. Mais ce truc bleu là, c'est à mon avis, c'est de l'acide de l'intérieur de la pile. On voit qu'elle est un peu dégueulée sur le mouvement là. Et là, on a toutes nos piles, du coup, qui sont neuves, hein, pour le coup, celle-ci, on n'a pas le choix. Ça, c'est la nouvelle pile, et ça, c'est l'ancienne pile. Tu vois qu'il y en a une des deux qui est un peu ramassée sur sa tronche, quoi. Là-dedans, là, il y a du bleu. Ça, c'est une oxydation qui a coulé. Et ça, malheureusement, c'est un peu chiant. Il y en a ici au-dessus aussi. On va utiliser ceci, qui est une soufflette. Ça sert à virer les crasses.
va falloir qu'on croise les doigts pour ce client parce que comme son mécanisme est attaqué, il va falloir qu'on lui remette la pile dedans. Et j'espère que sa montre va redémarrer. Ah ouais, petit détail qui a toute son importance quand on fait ce genre de truc, c'est qu'il faut bosser avec du non magnétique. Parce qu'en fait, sur les mouvements à quartz, si jamais tu utilises une pince qui est potentiellement magnétisable et qui a été magnétisée, tu peux flinguer le circuit du mécanisme à quartz. Et donc il vaut mieux utiliser des trucs qui prennent pas en fait le magnétisme. Alors qu'est-ce que ça dit? J'ai l'impression que ça redémarre pas des masses. Après je sais pas si c'est sa trotteuse qui est au central ou pas. On va voir si elle redémarre, mais j'ai un gros doute. Par contre on a d'autres piles à faire. Et des bracelets à remplacer aussi. Piles et bracelets pour les deux. Alors le bracelet pour les deux, ça y a pas de souci. Pile apparemment il y en a une qui fonctionne et une qui ne fonctionne pas. Ouais, celle-là elle a l'air de fonctionner. Alors, la différence avec l'autre mouvement, c'est que cette pile-ci, elle a un tout petit peu coulé, mais rien de dramatique. Ici, le mouvement, il est clean, quoi. En même temps, on n'est pas sur la même gamme. Hein. Ça, c'est une montre Festina. Festina, c'est de l'entrée de gamme, moyenne gamme. L'autre, on est sur du Hermès. Hermès, c'est un peu plus sexy, on va dire. Celle-ci, à mon avis, elle va redémarrer au quart de tour, directement. Petit truc à savoir, quand on change une pile de montre, ces petites vis, là. Ça, quand t'en perds une, c'est quand même bien la merde. Donc vaut mieux essayer d'éviter de les perdre. Et on tapote légèrement, vous allez voir, les vis tombent toutes dans les pas de vis. Voilà, mettre à l'heure. Et au Vintage Workshop, je fais le suivi client moi-même, en grande partie. Donc si jamais un jour vous passez une commande sur le site ou vous me déposez un truc en réparation, il y a de fortes chances que vous ayez votre youtubeur préféré au téléphone. Voilà. Et donc, du coup là je vais appeler le client pour lui dire que sa montre est naze. C'est Yannick à l'appareil du Vintage Workshop. Vous m'avez déposé une montre Festina pour une pile à remplacer. Voilà, écoutez, j'ai ouvert la montre. J'ai une mauvaise nouvelle en fait. Votre ancienne pile a coulé dans le mécanisme. Ah, d'accord, oui effectivement la perte n'est pas énorme du coup. Voilà, à dimanche monsieur. Oh bah ça va, il avait acheté sa montre à 10 €, donc il fait pas une perte énorme. La pile lui coûtait le prix de la montre. Allez, retour à l'envoyeur. Bon, je récupère ma pile, parce que ma pile, je l'ai pas utilisée, du coup. Vous avez vu? Ça, c'est le rêve d'un vendeur de produits stupéfiants. Voilà, on reprend la pochette du monsieur, on met le fond de boîte dedans, la montre avec, et on lui montrera ça dimanche au magasin. Du coup, les piles de montres, c'est fait. Les bracelets, je les ferai plus tard parce que notre stock de bracelets, il est en bas. Par contre, j'ai des réparations de bijouterie à faire pour la brocante du dimanche. Je les fais généralement fin de semaine, comme ça je peux appeler les clients pour leur donner les tarifs. Ma boîte à réparation, et je sais que j'en ai une que j'avais déjà mise au-dessus parce que je dois impérativement la faire parce que le client a déjà attendu. C'est celle-ci. Alors de l'autre côté, forcément, il y a les coordonnées du client que vous verrez pas à l'écran, c'est logique. Alors, je vous lis ce qui est marqué sur le sachet. Rétrécissement de la chaîne Forza à la taille de l'autre. C'est-à-dire la cliente avait déjà une précédente chaîne. Elle m'a donné une deuxième chaîne qu'elle voulait remettre à la taille de la première, me laissant la première comme un point de repère. Et ensuite, j'ai un polissage de tout. Alors vous allez voir que polissage de tout, ça veut un peu tout et rien dire. J'ai un polissage de la chaîne justement repère. Ça, c'est la chaîne qu'on va rétrécir du coup. Et puis, il y a du polissage à faire pour le reste des pièces. Sauf qu'il n'y a pas que du polissage à faire. Bon, ça, je le savais, la cliente m'avait prévenu. Mais si vous regardez le profil des bagues, un petit peu aplati. Donc, on va remettre ça rond et on va repolir tout ce bordel. Et alors, si vous regardez ce pendentif-ci, la pierre de face, ça va encore. Même si on voit que dans le fond, elle est un peu crade. Et en dessous, par contre, elle est vraiment... Donc, je vais aller allumer un instrument dont je vais avoir besoin pour ces réparations-là. Je vais lancer l'ultrason pour qu'il préchauffe. L'ultrason, c'est un bain, vous allez voir ça après, qui flingue en fait tout ce qui est pas stable au niveau moléculaire. Donc ce genre de crasse, normalement, ça les dégage à l'ultrason. Et je vais allumer aussi mon ami le steamer. Le steamer, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui diffuse de la vidéo en live sur Twitch. Le steamer, c'est un injecteur de vapeur à haute pression. C'est comme un Karcher, sauf qu'en fait, à la place d'envoyer de la flotte froide, ça envoie de la flotte à 100 degrés. Je vais aller allumer tout ça. Suivez-moi! L'ultrason, on va le mettre à 60 degrés, c'est très bien. Allumage de notre steamer. Et alors le steamer, en fait, comme il envoie de la vapeur, l'air se dilate à l'intérieur sous l'effet de la chaleur. Et du coup, quand on l'allume, il y a un vide d'air. C'est bon. Alors, pour remettre ces bagues rondes, il va me falloir un outil indispensable qu'on appelle le... Si vous avez dit triboulet, vous êtes des bons. Triboulet. Le truc là, ça a l'air tout fin comme ça, en fait ça fait un bon gros kilo. Tape sur quelqu'un avec ça, il est pas bien. On a cette bague qui est ovale du coup. Quand on regarde dans l'axe, on voit qu'ici elle est vraiment écrasée par rapport au triboulet qui lui est rond. On tapote légèrement, on tape pas comme des brutasses. C'est déjà quand même beaucoup mieux. Celle-ci, on va avoir un peu de boulot aussi. Bien pris sur sa gueule celle-là. Hein. C'est un corps de bague creux celui-là, donc on va pas devoir taper trop fort, sinon on va simplement démolir le corps de bague. Pas spécialement taper fort en bijouterie. Hein.
fais attention à pas taper sur les pierres parce que là il y a un petit saphir qui est sur 4 griffes. Si jamais je blouche le saphir, enfin si je tape dessus, forcément je vais péter la pierre, c'est logique. La pierre est toujours un peu moins résistante au choc que le métal, donc je fais bien gaffe à pas taper sur la pierre. Et là on a quelque chose qui est déjà un peu plus sexy. Bon, l'avantage ici c'est que le pendentif, on n'a pas grand chose à faire dessus si ce n'est un polissage. Par contre, il va me falloir ici une mesure de la chaîne pour pouvoir lui mettre la deuxième à la même longueur. Pour ça c'est très facile à faire, je ne vais même pas mesurer en fait, je vais simplement mettre les deux chaînes l'une à côté de l'autre. Donc j'ai mis les deux chaînes l'une à côté de l'autre pour avoir la dimension exacte. Je vais couper ici un petit morceau et je vais prendre le petit anneau qui est là et le remettre simplement sur la chaîne. Par contre je pense qu'il est soudé l'anneau. Ouais, l'anneau est soudé. Donc on va devoir le découper et le remettre sur la chaîne. Cisaille, 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 cisaille. J'ai ces deux-ci mais elles sont un peu dégueu. Je vais prendre celle-ci. Celle-là elle coupe bien. Bon, c'est un peu gros pour ce qu'on va faire, mais au moins je suis sûr qu'elle coupe précisément. Pour me laisser le point de repère, je laisse les deux chaînes étendues l'une sur l'autre. Je vais pincer celle-ci à l'endroit où je dois la couper. Comme ça, je suis sûr de ne pas faire de conneries. Et je coupe juste un rayon en dessous pour avoir justifié la dimension de notre anneau à ressouder derrière. Voilà. C'est le maillon que j'ai coupé en deux du coup. C'est l'endroit où j'ai coupé la chaîne. En fait, moi, toutes les chutes, je les remets au client. Je ne suis pas tenu de les garder, c'est pas à moi, c'est un bijou qu'on m'a donné pour une réparation. Donc jusqu'au milligramme, je vais remettre les chutes au client. On y est, la soudure est clean. Du coup, on va pouvoir passer au polissage de l'entièreté des pièces. On va polir la chaîne à part du pendentif, histoire de simplifier un petit peu la vis si j'y arrive, parce que, ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est les finitions un peu... La finition est trop grosse pour sortir du pendentif. Du coup, je vais devoir le faire d'un bloc. Mais c'est pas dramatique. On va aller mettre tout ce petit monde aux ultrasons. Les fameux bijoux, on peut déjà faire un premier jet au steamer en fait. Ça... Allez, on va mettre tout ce petit monde à l'ultrason, ça ici normalement ça doit aller. J'ai toujours un petit coup avant et un petit coup après. Comme ça avant je vire le gros de la crasse, l'ultrason va ramollir ce qui reste. Puis je mets un dernier petit coup pour dire de virer ce qui reste. Hop, et notre petite chaîne soudée. Et ça fait un bruit super agréable. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ça a l'air pas trop mal. On va vérifier ça. Ça a quand même une autre tronche qu'avant. Hein. L'ultrason, en fait, ça a pour base de flinguer tout ce qui n'est pas moléculairement stable. Donc par exemple, une perle, c'est stable, donc ça va pas y toucher. Mais toutes les petites crasses, les petites particules de peau, les petites saletés qu'il y a dedans, mais ça, c'est pas stable au niveau moléculaire, il n'y a pas de structure. Du coup, l'ultrason va dissoudre tout ça avec le même bruit que ce que je viens de faire à la bouche, c'est-à-dire une espèce de bruit de prout. Mais vous l'entendez pas parce qu'il y a l'autre bruit qui fait zzzz qui est au-dessus. Ensuite, pour éviter que je regriffe tous les bijoux, je prends mes petits sachets de dealer. Quand même beaucoup plus belle, hein. Celle-là, franchement, au niveau lumière, elle a récupéré quelque chose. Hein. Tu vois, là, au niveau couleur, la pierre, elle en voit quand même beaucoup plus qu'avant, quoi. En même temps, c'est clean de clean. Pendentif aussi, on va le voir à la belle lumière. Par rapport à ce qu'on avait avant, c'est tout à fait un autre délire. Il shine. Et la chaîne brille aussi, comme jamais. Le petit bout de chaîne que j'ai retiré de celle-ci en fait. Voilà, ça la cliente récupère ses chutes aussi. Et voilà, tout ça il sera rendu ce dimanche. Je pense qu'elle va être contente. Alors, réparation client, 3 chaînes à ressouder. C'est le gros avantage des chaînes, c'est que ça casse vite quand les gens les attrapent. Surtout les gens qui ont des bébés. Alors du coup c'est bien fait des bébés, casser les chaînes et apporter-les moi je les répare. On a une petite chaîne en or, soudure très classique, assez facile, et 2 chaînes en argent. Une qui est cassée au très bon endroit, c'est-à-dire qu'elle est cassée tout pile à la jonction entre la finition et la chaîne. Donc j'ai juste à retirer le petit bout qui dépasse et à refaire une soudure un peu propre. Et l'autre par contre, elle n'est pas cassée au bon endroit, ça c'est un peu plus emmerdant. C'est qu'elle est cassée au milieu de la maille. On voit le fermoir est là. Et la cassure de la chaîne est ici, T dans la maille.
Et donc à un moment donné ou à un autre, ça finit par recasser. Je vais commencer par retirer le petit bout de caca qui est ici, et le petit bout qui est là également. Comme ça, après, je peux me permettre de faire une seule chauffe pour faire 3 soudures d'un coup. Voilà, on va en profiter pour virer le surplus. Voilà, c'est clean, c'est plat. Là, je vais pouvoir faire ma soudure. Parfait. Ensuite... Je pense qu'il y a un morceau de la chaîne ici qui est un peu déformé. Ouais, ici, là, il y a des petits crochets, là. Enfin, c'est des mailles de la chaîne qui se sont écartées. Du coup, soudé à plat, parce que la partie ici, elle est plate. Soudé à plat là-dessus, ça va pas le faire. Voilà. Ça va faire du bruit. Voilà. Au moins, c'est plat. Il y a un truc dont on ne se rend pas compte, parce que vous avez le son et l'image, mais vous n'avez pas la sensation. Et en fait, ces petites chaînes-là, quand vous les poncez comme ça au Dremel, il y a une propagation thermique de dingue qui se fait, et ça brûle en fait la base du doigt. Pas très agréable, mais au moins, comme le café, ça réveille un petit peu. Allez, on va passer à la soudure. Je prends une surface plane, parce que ce truc-là, c'est très bien, c'est une brique réfractaire, ça fonctionne, mais c'est pas très plat. Donc, je prends un creuset que je retourne en fait, un vieux creuset que j'utilise plus. Voilà. Allez, on va appliquer la soudure. La deuxième. Hop, voilà. Grâce à cette pâte, voilà, impeccable. Celle-là, je crois que je vais devoir utiliser une autre soudure parce qu'il me semble que j'ai plus de soudure en or jaune. C'est un problème avec ces distributeurs de soudure là, ils sont vachement bien, mais la soudure vieillit et au-delà d'un moment, elle devient dure et elle passe plus bien dans la seringue. Bon, en même temps, celui-là, je l'ai depuis un bon moment, je pense. Ça se porte bonheur. Voilà, une tige de soudure or jaune, point de fusion ultra faible. On est parti. Direction le bain d'acide. Hop. Ah, ce bruit était très agréable, ma foi. Je mets pas toute la chaîne dans l'acide parce qu'en fait, dans les fermoirs, il y a des petites parties en acier qui font effet ressort pour ouvrir et fermer le fermoir. Si tu mets ces parties-là dans l'acier, elles s'oxydent. Si elles s'oxydent, elles pètent. Et si elles pètent, le fermoir ne fonctionne plus. Donc on essaye de sauvegarder un maximum de pièces. Et on passe au micro-polissage. Je ne vais pas polir l'entièreté de la chaîne, je vais juste polir l'endroit où j'ai fait la soudure. Parce que polir ces chaînes-là, c'est compliqué, elles se prennent dans les polisseuses. Alors, changement de mandrin, je prends le mandrin plus fin pour mes petites têtes de... Je crois que c'est 1,8 mm de diamètre. Et on va utiliser brosse coton pâte blanche. Brosse coton, une toute douce. Très facile pour le polissage argent, c'est pas nécessaire de balancer des grosses brosses en feutre pour des polissages basiques. Pâte blanche, qui est plus blanche, mais c'est de la pâte blanche quand même. Voilà, pour celle-là c'est nickel. On est bon. Voilà, la deuxième est faite aussi. Il nous reste à polir celle en or et puis on sera bon. Petit appoint d'information par rapport aux soudures. Moi généralement je demande pour une soudure à l'argent 12 € et pour une soudure en or 14 €. Donc le travail que vous m'avez vu mettre là, il y a une à 14, 2 à 12 qui fait donc 24. Donc là j'ai gagné 38 €. Alors ça paraît beaucoup comme ça, mais les soudures coûtent une blinde et il y a tout le matos forcément qui est autour qui est répercuté sur le point de soudure. Si vous allez en bijouterie, vous allez payer une soudure une trentaine d'euros. Généralement c'est dans les prix qu'on fait. Nous comme on sous-traite pour certains professionnels, il peut nous arriver que la soudure qu'on facture 12 € à un marchand va être refacturée entre 25 et 30 € au client. Voilà, ça vous le savez. Pâte rouge, c'est de l'or. On peut utiliser un abrasif un peu plus costaud. Donc là, la soudure, on voit qu'elle est bonne. Par contre, si je regarde le côté de mon anneau, il est encore un peu noir. Du coup, je vais virer ça. Et voilà, ce coup-ci, on est bon. On va passer à l'unboxing minéraux. Petite surprise de la vidéo, j'ai acheté un lot de minéraux, j'ai pas encore trop regardé ce qu'il y avait dedans. Je pense que je vais l'ouvrir avec vous.
Lot de minéraux, il y a 3 grosses boîtes. Et quoi de mieux pour ranger des minéraux qu'une boîte avec des zèbres? La cliente, elle a super bien emballé tout le bazar. Elle m'a déposé les minéraux bien emballés dans des petites pochettes chacun. Ça ressemble à de la célestine, mais je suis vraiment pas sûr. Non, ça doit pas être ça, ça doit être autre chose. Je devrais demander à l'application à la con là qu'on a fait en vidéo, on va voir s'il trouve. Alors, je vous vois déjà venir en commentaire avec le « oui, c'est vert, ça contient de l'uranium, machin et tout ». Avant d'acheter le lot, j'ai sorti mon compteur Gégère, parce que j'ai un compteur Gégère, et j'ai scanné les 3 boîtes. Pas d'uranium dedans, histoire d'être certain de ne pas prendre trop de risques. Alors ça par contre, ça je suis sûr de ce que c'est de l'apatite. Apatite jaune. Ça pourrait aussi être un héliodore, mais l'héliodore n'a pas normalement cette tête en pointe. Mais c'est un beau cristal d'apatite. C'est pas mal. Ça ressemble à un quartz, mais un quartz... J'avais eu ça à l'époque, un quartz spirité des sables, comme ils appelaient ça. C'est des quartz qui grandissent dans les zones où il y a beaucoup de fer. Alors du coup, ils ont cette espèce de teinte orangée, en fait, qui est de la rouille, en somme. Petit moyen de distinguer si c'est du cristal de roche ou du gypse, tu le rayes avec ton ongle. Tu vois, il n'y a rien qui se passe, là. Pourtant, je gratte bien, hein. Sur du gypse, par exemple, ça fera une griffe. Si vous avez une idée sur les noms des minéraux avant que je les cherche, parce que je vais forcément les chercher, n'hésitez pas à me le dire. Parce que là, celui-là est très beau. On dirait une arborescence de malachite, mais une efflorescence, pardon, de malachite. Je ne suis vraiment pas certain que ce soit ça. Et celui-là, c'est celui qui m'a fait le plus peur quand je l'ai vu. Ça, je me suis dit, c'est de la torbénite. Et la torbénite, c'est un minéral à base d'uranium. Et en fait, non, pas du tout, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas radioactif. Ah, ça, c'est rigolo. La pyrite. Aussi appelée l'or des fous, c'est putain de lourd, on se rend pas compte comme ça à l'écran, mais c'est très très lourd. De la pyrite, elle a des beaux cristaux. Sur le dessus, ici, les cristaux sont vraiment bien faits. Pyrite, c'est sulfure de fer, si je ne me plante pas. Bon, on voit que de toute façon, on voit que c'est métallique, hein. À l'éclat, c'est dur de faire mieux quand même. Et donc ça, c'est une pierre qu'on a confondue avec de l'or pendant la ruée vers l'or. Et du coup, les gens devenaient tarés parce qu'ils trouvaient des pépites comme ça, ils se disaient « ouais, c'est de l'or, c'est de l'or ». Et en fait, ils devenaient fous quand on leur disait que ça n'en était pas. D'où son pseudo, l'or des fous. Petit cristal de roche tout mignon. Très beau macle, hein. Logiquement, il va se passer prochainement, dans les prochaines semaines, il va se passer quelque chose à base de cristal de roche sur la chaîne. Voilà, ça, je pense que ça plairait à notre ami Dr Nozman. Une belle petite géode de ce qu'on dirait de l'améthyste. Quoique c'est un peu trop bleu pour être de l'améthyste et pas assez mauve. Et ça, c'est... Ah ben ça, c'est de l'améthyste, justement. Bon, ça vaut quasiment rien. Ah, mais c'est du cristal de roche qui a une particularité. C'est que dedans, il y a des inclusions de cheveux d'ange. C'est un quartz rutilé, en fait. Du moins, on dirait, maintenant, c'est peut-être des déformations avec des inclusions boueuses. Ça aussi, je vais devoir un petit peu investiguer. Une jolie couleur. Je vous avais dit, il y a 3 boîtes. Hein. On est parti pour un moment. Ça plairait à mon amie Valentine, science de comptoir. Parce qu'à mon avis, c'est de la halite. C'est des cristaux de sel. Par contre, moi, je suis pas aussi téméraire qu'elle. Je vais pas aller les lécher pour être sûr, mais en tout cas, ça ressemble vraiment très fort à ça. Aragonite ou vanadinite? Je pense que c'est plutôt de la vanadinite. Ouais, vanadinite. Pierre à base de vanadium. Et on la reconnaît bien parce qu'elle a des cristaux hexagonaux qui sont vraiment parfaits. Dans mes souvenirs, c'est pas ouf niveau santé non plus. Bon, après, je vais pas aller la foutre dans ma bouche et la mâcher. Je me laverai les mains après le lot, évidemment. Ça, je crois que c'est de loin la plus belle pièce du lot, en termes de taille. C'est assez joli. En plus, elle est complètement ouverte. Je n'ai plus aucune idée du nom de ce truc. J'ai déjà vu ça quelque part, mais... En même temps, les minéraux, il y en a genre 5000, alors pour retenir tous les noms, moi, je vous souhaite déjà bien du courage. De la fluorine. Moi, ça y ressemble. Ça, c'est de la fluorine, ouais. Un fluorite, on l'appelle comme on veut. On voit vraiment bien les arêtes caractéristiques des cubes. Elle a reçu un coup sur la tronche ici, c'est un peu dommage. Là, on voit encore bien le cube. La fluorite, c'est un peu ma Madeleine de Proust. C'est la pierre que je voulais à tout prix avoir quand j'étais petit. Parce que j'étais persuadé qu'elle était fluo. Et c'est vrai, elle l'est, sous UV, bien entendu. Mais c'est pas la pierre la plus fluo qui est. Azurite, souvent accompagnée du chrysocole. Toujours un peu le combo gagnant. Et là, on a encore de la fluorite. Ça, c'est de la bonne fluorite. Et du coup, ça, c'est une fluorite bicolore qu'on appelle aussi, dans une appellation fallacieuse, la tourmaline de Chine. Beaucoup de sculptures asiatiques qui sont faites dans ces fluorines-là, qui sont du coup bicolores. Généralement, c'est vert bleu à rose rouge. Et on les appelle aussi les tourmalines de Chine. Ce qui est complètement con comme appellation, parce qu'une tourmaline n'aura jamais cette taille-là. Ou alors ce sera des spécimens qui coûteront extrêmement cher. Et on va partir sur la 3e boîte. Ici, il y a un truc que je trouvais sexy. Je l'avais aperçu au moment d'acheter le lot. Si je ne me plante pas, c'est du cristal de roche sur épidote. Je ne suis vraiment pas sûr. On voit clairement les petites stries d'épidote et puis le cristal de roche ici. Et alors là, il prend une couleur bleutée, verdâtre, je ne sais pas pourquoi. On le voit assez bien ici. Le reste, il est blanc, hein.
Du coup, il me reste une petite boîte de minéraux avec encore quelques petites surprises que je vous montrerai peut-être une prochaine fois ou lors d'un live. Évidemment, si vous voulez voir les lives, vous vous abonnez à la chaîne Twitch, les liens sont en description. Je pense qu'on a fait un beau petit tour de l'atelier. Je vous ai présenté du coup le post-réparation, je vous montrer un petit peu comment j'ai fait, la pile de montres, enfin les piles de montres. On a fait du nettoyage, on a fait pas mal de trucs. N'hésitez pas à me faire savoir si ce format vous plaît, s'il vous a plu. Vous me le dites dans les commentaires, bien entendu. De toute façon, je le verrai avec la barre de pouce. Retour studio. Et nous voici arrivés à la fin de cette vidéo qui, je l'espère de tout cœur, vous aura plu. Si vous y avez appris des trucs, si vous vous êtes amusé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou via le bouton du pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que ma tête vous semble sympathique, je vous invite à cliquer sur le bouton de l'abonnement. Et si vous souhaitez voir les bijoux auxquels je redonne vie, au fur et à mesure, comme ce que vous avez vu dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet, le lien est en description. Et vous avez toujours 10% de remise avec le code YouTube10. D'ici à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao!